Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. En ces temps particuliers, où l'emprunt belge à 10 ans se négocie à un taux négatif de moins de 0,4% et où les grandes valeurs technologiques atteignent des sommets et où le Dow Jones ou le BEL 20 jouent au yo-yo en fonction du degré de confiance des investisseurs dans la manière des gouvernements d'appréhender le coronavirus, on pourrait se dire « rien n'est plus bon marché ». Eh bien si, il y a des actions qui ne sont pas chères et ce sont les actions japonaises. Voici quelques jours, Warren Buffett, l'investisseur légendaire qui a créé et puis piloté pendant des décennies Berkshire Hathaway, a lancé un signal fort. Berkshire Hathaway a investi 6,5 milliards de dollars dans 5 géants du courtage japonais, Sumitomo, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co., etc. Bon, le Japon est toujours la 3e économie du monde. Mais depuis la fin des années 90, elle n'est pas la plus étincelante et c'est le moins qu'on puisse dire. De nombreux économistes parlent même d'une économie comateuse. C'est que le pays a beaucoup de mal à enregistrer une croissance et connaît donc régulièrement des récessions, légères mais des récessions quand même, et souffre parfois d'une déflation. Et l'on sait que la déflation, qui est la baisse continue et générale des prix, est un désastre pour la consommation intérieure. Chacun s'attend à ce que les prix de demain soient plus bas que les prix d'aujourd'hui, et que les prix d'après-demain soient encore plus bas que ceux de demain. Et du coup, les consommateurs reportent sans cesse leur achat. Le grand coupable est le vieillissement considérable de la population japonaise. Aujourd'hui, 28% de la population est âgée de plus de 65 ans et les femmes japonaises ont une espérance de vie qui approche les 89 ans. Aujourd'hui, le pays du soleil levant compte déjà 70 000 centenaires, ce qui est un record mondial. Le désastre pour l'économie est qu'il ne reste que 2 actifs pour chaque retraité. Et cette situation ne peut qu'empirer. Le pays a un faible taux de natalité, environ 1,5 enfants par femme, alors qu'il en faut 2,1 pour continuer à maintenir la pyramide d'âge. Et à cela s'ajoute un problème culturel. 14% des femmes japonaises de 50 ans ne sont toujours pas mariées. La notion de mère célibataire n'est pas ancrée dans le système japonais. La population décroît donc. Elle avait atteint son apogée en 2010 avec 128,5 millions d'habitants. 10 ans plus tard, en 2020, le Japon est retombé à 126,5 millions. 2 millions en moins donc. Et en 2050, le Japon ne comptera plus que 109 millions d'habitants. Du coup, les frais de soins de santé aux personnes âgées ont doublé entre 1990 et 2020, passant de 11 à 22% du produit intérieur brut, et il devrait continuer à progresser. Le Japon a un nouveau Premier ministre, Yoshihide Suga, et ce Premier ministre s'est empressé de déclarer qu'il poursuivrait la politique de son prédécesseur Shinzo Abe. Fortes incitations fiscales, fortes incitations monétaires, mais pas vraiment de restructuration sociale en profondeur. Bon, ce portrait peu flatteur n'est pas fait pour séduire les investisseurs étrangers. Et ils ont donc vendu pour 43 milliards de dollars d'actions japonaises l'an dernier. La bonne nouvelle est que les indices boursiers n'ont pas vraiment souffert de ces ventes car, depuis plusieurs années maintenant, la Banque du Japon n'achète pas seulement des obligations mais aussi des actions. La Banque du Japon est du coup devenue indirectement le principal actionnaire de nombreuses entreprises. Et le fait que Warren Buffett ait attiré l'attention sur un certain nombre de ces entreprises n'est bien sûr pas une coïncidence. Il est attiré par les faibles valorisations des actions japonaises par rapport aux valeurs américaines par exemple. Les actions nippones se négocient en moyenne 1,2 fois leur valeur comptable contre près de 3 fois pour les entreprises de l'indice vedette américain Standard & Poor's 500. En raison de cette faible valorisation, mais aussi parce que la Banque du Japon limite de facto la baisse des prix des cours, en tout cas par ses achats systématiques, il n'est pas interdit de suivre le milliardaire américain dans ses investissements. Une petite position en actions japonaises en matière de diversification n'est donc pas une mauvaise idée. Et le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser un tracker, un fonds qui suit sagement l'un ou l'autre indice boursier japonais. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière.
À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, les médias économiques et financiers nous inondent d'analyses et de prévisions. Pour certains observateurs, une nouvelle victoire de Donald Trump provoquerait un mouvement d'euphorie en bourse, alors qu'à l'inverse, une intronisation de Joe Biden serait moins favorable au marché. En réalité, l'incertitude règne et comme d'habitude, c'est l'investisseur, à mesure que la date du 3 novembre approche, que tout cela inquiète. Avant de nous pencher sur la manière dont l'investisseur peut se préparer à cette échéance cruciale, revenons un instant sur la dernière présidentielle. Tous les économistes et gestionnaires d'actifs, ou presque, avaient à l'époque affirmé qu'une victoire de Donald Trump serait un cauchemar pour les bourses. Que si le multimilliardaire devait s'installer à la Maison-Blanche, chacun n'aurait plus qu'à se débarrasser au plus vite de ses actions américaines, dans l'attente du chaos qu'il allait provoquer. On sait à présent ce qu'il en est, ces affirmations étaient totalement erronées, et les actions américaines se sont parfaitement comportées ces dernières années, nettement mieux du reste que les européennes. Première conclusion donc, il est impossible de savoir comment les bourses réagiront si Trump est réélu ou si c'est Biden qui prend possession du bureau ovale. La vérité est que les présidents et les dirigeants politiques ont beaucoup moins d'influence sur l'économie que ce que nous voulons bien croire. Il suffit de voir à quel point le fossé entre l'économie réelle et la bourse s'est creusé cette année. L'économie mondiale continuera à alterner périodes de croissance et de récession. Telle est l'unique certitude dont nous disposons et avec laquelle il nous faut composer pour gérer nos portefeuilles. Il convient en outre de se poser les questions suivantes. Imaginons que vous ayez la conviction que c'est le nom de Joe Biden qui sortira des urnes et qu'une présidence démocrate ne sera pas particulièrement favorable au marché. Vous vendez vos actions avant le 3 novembre, mais c'est finalement Trump qui est réélu et, cerise sur le gâteau, les bourses s'envolent de plus de 5%. Que ferez-vous? Réinvestir? Attendre une correction? Et si celle-ci ne devait jamais se produire et que les marchés continuaient à grimper? Mon propos vise surtout à vous montrer à quel point établir des pronostics est difficile. Mieux vaut, selon moi, passer votre portefeuille en revue avant le scrutin. Vous pourriez protéger vos positions au moyen d'ordre stop-loss, le stop-loss également appelé stop de protection, et le niveau de prix auquel vous préfériez solder votre position en cas de perte. Vous pourriez rendre votre portefeuille légèrement plus défensif en y intégrant des liquidités, voire en acquérant quelques obligations souveraines qui ont prouvé cette année encore leur capacité à afficher une belle rentabilité en cas de sévère correction des marchés, ou en profitant de l'actuelle correction du cours de l'or. S'il est des actions pour lesquelles vous vous verriez bien opter en cas de correction, songez à émettre des ordres d'achat à court limité opportunistes. Mais quoi que vous fassiez, de grâce, ne vous laissez pas impressionner par la perspective de l'élection américaine. Prévoir la réaction des marchés à son résultat est tout bonnement impossible. À la semaine prochaine. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Penchons-nous maintenant un instant sur PostNL, la poste néerlandaise. Il n'y a pas qu'Amazon, en effet, à avoir profité du confinement et du boom du commerce en ligne. Les postes nationales ont aussi tiré leur épingle du jeu. Et donc PostNL. Le groupe a vu sa division livraison de colis profiter pleinement de la crise. Il a annoncé déjà avoir réalisé de solides résultats au troisième trimestre, mais on en connaîtra les détails seulement le 2 novembre. Et PostNL va recommencer à payer un dividende l'an prochain, sur base donc des résultats engrangés cette année. Car le Covid a accéléré la transformation du groupe. Auparavant, entreprise postale classique, PostNL est devenu un acteur logistique qui distribue marginalement le courrier. Le centre de gravité de l'entreprise, en effet, tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices, s'est définitivement déplacé vers la livraison de colis. Cela se reflète d'ailleurs dans les résultats du deuxième trimestre. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 516 millions d'euros dans le secteur du colis et de 380 millions d'euros seulement dans le secteur du courrier traditionnel. Le changement est encore plus prononcé dans la répartition des bénéfices. Les colis ont généré un bénéfice d'exploitation de 60 millions d'euros au deuxième trimestre, alors que le courrier traditionnel, 5 millions d'euros seulement. Plus important encore pour les actionnaires, la dynamique des bénéfices a changé. Chez PostNL, les bénéfices de la livraison de colis ont augmenté de 31 millions d'euros, ceux de la division trafic postal ont baissé de 12 millions d'euros. On pourrait toutefois se dire que c'est temporaire. Grâce à la crise sanitaire, PostNL a expédié un quart de colis en plus au cours du deuxième trimestre. Mais ces performances ne seraient peut-être donc pas vouées à durer à ce niveau, en tout cas au cours des années qui viennent, si la crise sanitaire vient à être réglée. Mais c'est un fait, les consommateurs ont changé de comportement. Et ce changement est structurel, et il va marquer les entreprises de livraison pendant longtemps encore. D'ailleurs, les stratégies s'en ressentent.
Comme Bipost, notre poste belge, PostNL adopte pour ses activités historiques de courrier une stratégie défensive. Augmentation des prix du timbre, fusion pour PostNL avec son concurrent Sand, gain d'efficacité, etc. La stratégie, en revanche, est offensive pour ce qui touche au transport de colis. Cette année, PostNL investira 150 millions d'euros dans une expansion de 40% de sa capacité de livraison. L'an prochain, 2 nouveaux centres de tri pour les petits colis et 2 centres de distribution seront mis en service, dont un en Belgique. La tendance positive qu'on a vue au 2e trimestre se poursuit au 3e trimestre, à tel point que l'entreprise a pu, voici quelques jours, augmenter ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice d'exploitation devrait, en 2020, atteindre au moins 175 millions d'euros, contre un peu plus de 130 millions d'euros en 2019 seulement. Et cette amélioration de la rentabilité se traduit à tous les étages. D'abord, elle permet à l'entreprise de verser donc, comme on l'a dit, un dividende l'an prochain. Elle permet une diminution de l'endettement, qui est réduit à 2 fois le cash flow opérationnel, voire un peu moins. Et cela, malgré le versement de 205 millions d'euros au fonds de pension du groupe, versement qui sera réalisé à la fin de cette année. Ce paiement réduira les dépenses de pension pour les années suivantes. Et puis l'opération est financée en partie par un sale and leaseback de bâtiments d'une valeur de 150 millions d'euros. Au final, donc, avec une action qui se traite à 12 fois ses bénéfices, PostNL n'est pas une action trop chère. Ses actionnaires peuvent s'attendre à un dividende d'environ 18 centimes d'euros par action l'an prochain, ce qui représente un rendement de 6%, ce qui est substantiel. Et surtout, pour une entreprise qui va bénéficier de changements structurels de l'économie ces prochaines années. Et la crise sanitaire, finalement, n'a fait qu'accélérer cette transformation. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain, magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.